Ah, 2018, c'est terminé. Réélection de Poutine, la mort de Stanley, des attentats commis par des fans de couscous tagine. On pourra quand même dire que 2018 n'aura pas été l'année la plus joyeuse. Néanmoins, ce serait oublier que nous, les weebs, à part débattre sur les waifus et critiquer les goûts des autres, on en a un peu rien à foutre du monde extérieur. On est bien enfermé dans notre bulle et on y est heureux et tout se passe bien. Presque bien. Et c'est presque vrai, 2018 a été marqué par plusieurs scènes d'anthologie dans la Japanimation. C'était une bonne année. Seulement, toi public, tu aimes être conforté dans tes opinions, tu te demandes si tu as de bon goût et ainsi il est naturel pour toi de te demander quel a été le meilleur animé de l'année. Et c'est pour ça que tu es là. Mais enfin, c'est bien beau de laisser planer le suspense, on sait tous que c'est Devilman Crybaby qui est le grand favori pour cette année. Ce qui est extrêmement paradoxal pour un des pires animés que j'ai jamais regardé. Car oui, soyons honnêtes 2 minutes, Devilman Crybaby est immonde du point de vue technique. Les couleurs sont foireuses, l'animation dégueulasse, l'OST est agressive, les plans de caméra foireux, la mise en scène est quand même relou. Et c'est ce que je dirais si j'étais bas de plafond et incapable de comprendre les enjeux d'une œuvre. Ainsi, je vais poser tous ces pseudo-arguments à charge de Devilman dans un coin et je les réutiliserai plus tard pour ma conclusion. Je vous inviterai donc, comme n'importe quel youtubeur incapable de capter l'audience de son public plus de 2 minutes, de rester jusqu'à la fin de la vidéo, malgré le fait qu'elle soit très longue. Car en effet, la conclusion est très importante, notamment pour mieux comprendre la direction que prend notre société actuelle. Et oui, j'ai bien utilisé cette phrase pour parler d'un animé. Naturellement, dans cette chronique, je vais devoir spoiler ses grands morts, donc puisqu'un homme averti en vaut deux, prenez un deuxième fauteuil, un paquet de chips pour un familial, et c'est parti, laissez-moi vous raconter Devilman Crybaby. 愛はない愛などない故に悲しみもないそう思っていた C'est sur ce message ultra pessimiste que s'ouvre Devilman Crybaby. Bon, soyons honnêtes 2 minutes, on va souffrir en regardant ces 10 épisodes. Le ton ultra mélancolique de la voix qui sonne comme une conclusion tragique à l'histoire qui n'a toujours pourtant pas commencé. On devine donc que ça va déjà très mal se terminer et que l'espoir est difficilement permis dans tout ce chaos de sentiments qui va rapidement nous être imposé. Ah, puis forcément, je vais devoir raconter l'histoire de Devilman Crybaby pour être plus pertinent dans mes propos. Donc pour ceux qui se souviennent parfaitement de l'histoire, je vous laisse quelques secondes le temps d'aller au timecode. On fait très vite la connaissance d'Akira Fudo, un jeune homme qui ferait dans notre monde office de considérables victimes, tout ça parce qu'il est ultra empathique. Il se met à pleurer dès qu'il ressent de la tristesse chez un être vivant. Pas un être humain, être vivant. Il est très rapidement dans l'histoire rejoint par son ami d'enfance Ryo, qui l'emmène dans un sabbat dans le but de prouver au monde l'existence des démons, des êtres bestiaux seulement poussés par des soifs de sang et de sexe. Le sabbat, pour ceux qui l'ignorent, est le jour de repos traditionnel dans la religion juive, passe du vendredi soir au samedi matin il me semble. Et bien dans l'histoire, le sabbat c'est pas du tout ça, c'est des espèces de soirées illégales, techno, orgies, drogue dure. Et avant de vous dire que c'est quand même vachement pas sympa pour le peuple élu d'utiliser le nom de sa tradition comme ça, dites-vous qu'au Moyen-Âge, le sabbat, ça désignait en fait des réunions de sorcières, où il s'y passait des rites de mages noirs, tout le bordel, et des orgies. Comme quoi le lien il se fait vite. Ce nom a été volontairement donné par les hautes instances catholiques pour diaboliser encore plus les pratiques juives, parce que l'antijudaïsme en Europe à cette époque-là, il était déjà assez marqué. Et comme par hasard dans Devilman Crybaby, c'est lors des sabbats que les démons vont prendre possession des êtres humains, ce qui sera naturellement le cas d'Akira, sinon il n'y aurait pas de scénario. C'est donc au terme d'une sanglante nuit que Akira parviendra à prendre le contrôle de son démon, Amon. Et là je vais être obligé de revenir dessus, mais la transformation d'Akira en démon prend vraiment aux tripes. Et tout le sabbat en fait doit être la chose la plus singulière qui m'était donnée de regarder. C'est violent, agressif, le son veut te percer les tympans, l'image, la rétine, et ce premier combat de Akira possédé par Amon a paradoxalement la musique d'un sauveur de l'humanité. Ce qui est assez particulier. Je me suis renseigné sur Amon, notamment au travers de la Joëtie, qui est une science occulte d'invocation d'entités démoniaques, et il faut savoir qu'il est extrêmement respecté par ses pairs. Il a presque un titre de baron en fait. Concernant son apparence, le démon a normalement une forme de loup avec une grande queue de serpent, mais sous forme humaine, il aura plus une forme de chouette, de hibou, avec une grande gueule avec des grandes dents acérées. Mais dites-moi, ça vous rappelle pas Devilman ça ? Et c'est déjà dingue de voir que rien n'est laissé au hasard, que le sens du détail va jusque là. Aller s'inspirer d'un vieux bouquin de sciences occultes du XVIIe siècle pour chara-designer ton héros, c'est quand même une très bonne définition du mot investissement. En parlant d'investissement, il est grand temps de vous parler du papa de Devilman, Go Nagai. Ce mec est une légende vivante. Né en 1945, un mois après les tragiques accidents de Nagasaki, cet événement le marquera naturellement dès son enfance et toutes ses œuvres seront naturellement marquées d'une thématique anti-guerre, ce qui est très commun dans les différentes œuvres culturelles de l'époque. Devilman critique donc profondément la société. Le puritanisme prend pour son grade, le système scolaire est vivement critiqué, l'œuvre est d'ailleurs considérée comme pornographique par son absence d'autocensure et sa critique de l'homophobie. Go Nagai mettra même dans Devilman des personnages féminins forts, non potiches, ce qui est pas commun à l'époque. Clairement, cet homme était un énorme précurseur, malgré le fait que les plaintes permanentes sur son œuvre l'affectaient beaucoup. Pour finir cette interlude historique, je citerai Go Nagai au sujet de Devilman.
Alors je décidais que ma prochaine BD serait destinée à un public plus adulte et qu'elle mettrait en évidence le côté sombre de la société. L'intolérance, les idées reçues, les a priori, c'est comme ça qu'est né Devilman. Akira est donc devenu un Devilman. Son corps est devenu celui d'un démon, mais son cœur est bien resté celui d'un humain. Ça lui donne des capacités physiques hors du commun, mais ça a aussi exacerbé son empathie naturelle. Maintenant il se met à pleurer dès qu'il ressent de la tristesse dans le cœur des hommes. D'où le nom du titre, Devilman Crybaby. L'entourage d'Akira est lui aussi atypique. Ses parents sont toujours en déplacement pour le travail, du coup il vit chez des amis de ces derniers. Cette famille de substitution est d'ailleurs très pieuse, très catholique, ce qui fait paradoxalement figure d'hérésie sociale au XXIe siècle. Mickey, sa sœur, est un parangon de pureté. Gentille, naïve, compréhensive avec tout le monde, elle se sent toujours privilégiée car elle a toujours été dans une famille aimante et n'a jamais vraiment connu la pauvreté. Il y a aussi le petit frère de Mickey qui a 10 ans et qui, comme tous les gosses de 10 ans, veulent grandir trop vite quand ils regardent leur grand frère ou leur grande sœur. Et il y a aussi Miko, une amie de Mickey qui est en fait particulièrement jalouse des performances sportives de cette dernière. La première vraie péripétie du manga impliquera personnellement Akira dès le départ, puisque Mickey sera directement impliqué. Au cours du combat, Mickey prendra connaissance de la véritable condition d'Akira, du fait qu'il soit devenu un démon, et Ryo voudra la tuer pour ça, ce qu'Akira empêchera formellement. Et c'est d'ailleurs assez curieux de constater que dès cette première grosse péripétie, on commence déjà à avoir des signes de tension entre Ryo et Akira. Ryo, qui reste encore un humain, veut paradoxalement agir froidement, abattre Mickey sans même réfléchir plus loin, et c'est Akira, le démon, qui finalement veut se montrer le plus humain, c'est-à-dire laisser vivre Mickey et voir si elle s'en souvient, ce qui n'est heureusement pas le cas. Et très vite après, Akira sera mis face à la dernière chose qu'il retient en tant qu'humain, ses parents. Et puis rappelez-vous, il n'a pas vraiment de contact avec eux, si ce n'est des chaussures que sa mère lui envoie régulièrement. Et là, c'est génial, il y a les parents qui rentrent au Japon, qui vont pouvoir revoir leurs amis et surtout leur fils, Akira, qui les attend depuis longtemps, donc ça va être super, ça va être des belles retrouvailles. Enfin, ça aurait été, si papa s'était pas transformé en démon et avait bouffé maman. Akira devra faire face à ses souvenirs d'enfance, tous teintés de la frustration d'avoir grandi loin de ses parents. Et il devra subir la déchirure de devoir abattre ses parents lui-même, brisant par là même le dernier lien qui le reliait à l'humanité. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'après cet événement, Akira deviendra beaucoup plus bestial, il aura beaucoup plus de mal à contenir ses pulsions, jusqu'à rencontrer et affronter Silène, l'amante d'Amon, le démon qu'Akira possède. Silène qui cherche à rencontrer Akira pour réveiller Amon depuis le début de l'histoire parce que... elle est à marée haute quoi. Classe. C'est au même moment que Miko va rencontrer un nouvel ami, Koda, et ensemble ils vont aller dans un sabbat, qui va... pas très bien se passer. On arrive mine de rien à l'épisode 6, et c'est là que tout va s'accélérer. Ryo va révéler au monde entier l'existence des démons, révélant par là même que Koda est un Devilman. Ce qui va tout de suite attirer de l'empathie chez Akira, parce que c'est quand même la première fois qu'il va rencontrer un de ses semblables. Et à partir de là, le monde part vraiment en couille. Ryo s'élève en tant que sauveur du genre humain, là où Akira regrette plutôt la tournure que prennent les événements. Une espèce de gigantesque chasse aux sorcières qui occasionne de nombreuses victimes humaines. Et ça, Ryo, bah il s'en moque. Tant qu'il y a des démons qui meurent, pour lui c'est le principal. Et Akira est fermement opposé à ça. Lui qui ne comprend pas la violence aveugle et le manque de bon sens de l'homme. Mais bon, pendant que Ryo semble se satisfaire de l'autodestruction du genre humain, le petit frère de Mickey et d'Akira va peu à peu devenir un démon. Ce que la mère va tout de suite remarquer, et elle va s'exiler avec lui dans un camp de réfugiés sans prévenir le reste de la famille. Naturellement, le père n'étant au courant de rien, va chercher à retrouver sa femme et son fils. Il la retrouvera malheureusement trop tard, où le fils, transformé en démon, dévorera vivante sa propre mère. Les cris de désespoir de l'homme vont rameuter l'armée, qui va massacrer les 3 membres de la famille d'Akira et de Mickey. Et pendant ce tragique événement à la mise en scène poignante dont on reviendra plus tard, Ryo commence à douter de lui. Il commence à douter de ses agissements et ses paroles lors du premier sabbat et se demande s'il est vraiment humain. Il va donc faire quelques recherches et finir par découvrir qu'il est effectivement Satan. Ouais, rien que ça, ouais. Ryo est donc Satan qui avait enfoui sa conscience pour échapper à la vigilance de Dieu. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, Lucifer, Satan, à la base était un ange qui a juste défié Dieu par péché d'orgueil et qui a du coup été chassé du paradis. Sauf que dans Devilman Crybaby, il a été chassé du paradis et du coup il a été propulsé dans l'espace, notre univers, notre galaxie. Il va atterrir sur Terre, continuer de vivre sa vie et ça Dieu il va pas vraiment le supporter. Il va donc lui envoyer un bon petit bombardement orbital des familles pour essayer de le buter. Ce qui n'a pas marché. Mickey va vite apprendre la mort de sa famille et éclatera en sanglots avec Akira. Mais comme ils ne peuvent pas avoir la paix de minutes, Ryo va faire une allocution télévisée. Akira espère que Ryo va rassurer les populations, éviter que le monde parte trop en couille, et il faudrait placer cette scène à côté du mot déception dans le dictionnaire. Ryo va balancer à la face du monde qu'Akira est en fait un démon, et que n'importe quel être humain qui a subi des changements de comportement rapides peut aussi être devenu un démon. Je vous laisse imaginer la paranoïa collective que ça va engendrer. Il ajoute également le fait que n'importe quelle personne un tant soit peu frustrée dans sa vie peut, à un moment donné, se transformer en démon. Et donc il encourage les gens à tuer ces gens-là avant qu'ils deviennent des démons. Brillant! La suite d'événements qui arrivent est assez rapide et j'ai pas trop envie de m'attarder dessus puisque c'est surtout leur mise en scène qui est importante et qu'on y reviendra plus tard. Akira va chercher à rejoindre Ryo pour lui demander des explications, laissant donc Mickey seul à son domicile avec leurs amis. Le voisinage va s'en prendre à la maison de Mickey dans le but de la tuer. Alors aujourd'hui c'est la fête des voisins à Pont-à-Mousson. C'est toujours un succès apparemment dans plusieurs quartiers de la ville. La météo et de la partie, c'est toujours un succès parce que je pense que la convivialité elle est forcément là. Convivialité.
Akira, lui, sur le trajet, va empêcher un lynchage public avant de réaliser que c'est Miki qui a aidé Akira à ne pas perdre la tête depuis le temps qu'il possède ce démon. Miki va se faire tuer par la foule avant qu'Akira ait le temps de la retrouver. Le dernier épisode, quant à lui, c'est la bataille finale et son préambule, où Akira retrouvera Ryo qui lui révélera sa véritable identité. Akira rassemblera une armée de Devilman pour lancer un ultime assaut. Cependant, il ne peut pas gagner face à Ryo. Lui et son armée le savent très bien. C'est pourquoi cette dernière n'hésitera pas à se sacrifier pour l'aider à se régénérer, lui, le dernier rempart de l'humanité. On devine qu'Akira perd dans une belle mise en scène qui nous fait nous demander s'il est encore vivant ou mort, puis on voit Ryo Satan qui parle à Akira de leur enfance avant de réaliser qu'Akira est bel et bien mort, qu'il a été tué dans la folie meurtrière de leur combat. Ryo dira d'ailleurs cette phrase, « L'amour n'existe pas, ce n'est que pure invention. » La tristesse aussi donc. L'anime se termine donc sur un Ryo qui pleure son ami et regrette sa folie, sous un déluge d'attaques divines qui ont pour but de le tuer. Générique, puis on voit notre belle planète bleue, sans doute des millions d'années plus tard, insistant un peu plus sur la notion de cycle que l'œuvre nous a déjà montré avec la phrase de Ryo sur la futilité de l'amour. Bon, c'était long, mais c'était Devilman Crybaby, et c'était brillant. Ouais, non, c'est nul à chier. D'un point de vue technique pur, musique, scénario, animation, couleur, c'est mauvais. Oui, mais c'est de là que vient tout le génie de Devilman Crybaby. On va commencer par le plus simple à traiter, la musique, qui est tout simplement indissociable de l'œuvre. On ne peut pas l'écouter sans regarder Devilman. Elle fait vraiment corps avec Devilman Crybaby. Ce qui fait qu'on peut simplement changer la musique d'une scène pour en modifier l'enjeu, et ça restera complètement crédible. Et je vais bien dire que Devilman Crybaby ne se regardait pas, mais qu'il s'écoutait. Mais ça, c'est avant de prendre conscience de tout le génie de l'animation. Parce que oui, l'animation de Devilman Crybaby est incroyable, et ce pour deux raisons. Déjà car c'est l'identité graphique qui est propre au réal, et que réussir à l'utiliser dans une prod Netflix, c'est assez exceptionnel en soi. Et ensuite parce que l'animation joue énormément sur les sentiments, les émotions transmises par l'image. Par exemple là, les flashs de balles qui sont en fait juste des loops qu'on déplace pour bien signifier sur la brutalité du personnage. Ici la larme qui distord doucement les couleurs de l'écran alors que l'animation et les couleurs n'ont jamais été aussi précises à ce moment-là de l'œuvre. Et dans le même épisode, on a d'ailleurs des traces de sang ultra réalistes pour accentuer encore plus l'horreur de la situation. Les OST de l'animation ont donc une ambition très précise, nous communiquer des émotions, et elle sera très bien supplée par tout le reste du scénario. Car certes, le scénario est parfois plein de trous, incohérent, n'a pas vraiment de sens, ça nous permet justement de nous concentrer sur la mise en scène et sur les émotions que veut nous transmettre l'animé. Avant de vous parler des thématiques abordées par Devilman Crybaby, il faut d'abord que je vous parle de sa mise en scène qui spoil honteusement le scénario. Par exemple, le petit frère de Miki qui devient un démon, et ben on peut en fait s'en douter dès l'épisode 2, où on le voit mater des photos de sa batte. Des photos de cul quoi. Ajouté au fait qu'il devienne de plus en plus insolent et que le contour de ses yeux devienne de plus en plus noir, on se doute que le gamin va pas avoir une fin particulièrement heureuse. Et c'est d'ailleurs ahurissant quand on se rend compte que lors du premier repas de famille qui nous est montré dans l'animé, on a un long travelling qui se fait sur une réplique de la scène, qui est le dernier repas de Jésus pour les incultes. Comme pour signifier que c'était le dernier repas normal de cette famille catholique. Et quand elle ne spoile pas le scénario, la mise en scène appuie la puissance des dialogues à un niveau que j'avais rarement vu jusque-là. Par exemple, à l'épisode 4, quand Akira doit achever ses parents, on a ce plan sur les chaussures d'Akira, qui sont d'ailleurs les seuls cadeaux qu'il a de sa mère, je vous rappelle, avec cette phrase « Mon cœur est encore humain », alors qu'Akira est sous forme démoniaque. Déjà rien que ça, c'est génial. Et c'est d'ailleurs encore plus accentué quand la mise en scène nous montre un parallélisme évident entre la petite enfance d'Akira et la scène tragique qui est en train de se passer sous les yeux. Dans les deux cas, Akira doit marcher vers sa mère et cette dernière l'encourage. Dans le premier cas, il commençait à marcher, à être indépendant et commencer sa vraie vie d'enfant. Dans le deuxième cas, pour qu'il apprenne à marcher sans ses parents, à devenir indépendant et à devenir un homme, un adulte. C'est quand même la façon la plus métal de couper le cordon. Maman, je quitte la maison! Et l'épisode qui suit, l'épisode 5, est l'épisode où Akira va se battre contre Silène. C'est justement l'épisode où il commence plus à céder à ses pulsions. Et bah souvenez-vous que les démons ne sont pas supposés avoir de sentiments. Or, on nous montre ici Kame, qui est le larbin de Silène, qui est clairement amoureux d'elle, et on nous montre une Silène qui est éperdument amoureuse de Hamon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle déteste Akira, parce qu'il a réussi à le dominer. C'est la première fois dans l'œuvre où on a un parallèle clair entre les hommes et les démons. Est-ce que les démons ne seraient pas plus proches des hommes que ce qu'on pensait dès le départ? Les démons sont dénués de sentiments. Akira commence de plus en plus à remettre cette affirmation en cause. Là où Ryo, buté comme un âne, lui, va continuer à dire mordicus, non, les démons, c'est des animaux. Ok. Effectivement, ok, en nous parlant de démons au premier degré dans le contexte de l'œuvre, ça peut sembler logique, mais si on replace tout ça dans un contexte un peu plus racial, on se rend compte que ça a tout de suite un peu plus de gueule, et qu'on parle du coup simplement de l'acceptation de l'autre, ce qui est quand même plutôt couillu. Et puis comme j'aime être un forceur avec cet épisode, voici un plan qui m'a purement laissé sur le cul quand je l'ai vu. En somme, souvenez-vous de ce que j'avais dit sur les OST et l'animation, mais ici ça nous fait vraiment vivre l'impact en même temps qu'Akira. Clairement cette synchro, elle est de très très haut niveau. Et voici, je pense, ma scène préférée de Devilman Crybaby niveau mise en scène.
Souvenez-vous, le petit frère de Mickey qui devient un démon, sa mère qui l'emmène dans un camp de réfugiés pour pas que les gens le voient, pour qu'il essaie de régler le problème, et le père qui finit par les retrouver un peu trop tard. Eh bien cette scène est un sublime moment où toute la diégèse de la série est brisée. Le père, pour essayer de retrouver son fils et sa femme, va essayer d'appeler sur le téléphone du gamin. Téléphone du fiston qui va répondre, donc on va entendre une sonnerie. Sonnerie qui est le remix de l'opening original du Devilman de 72, qui était utilisé jusque-là pour montrer un tournant capital dans l'évolution d'Akira. Du coup, on comprend instantanément que le gamin n'a pas réussi à contenir ses pulsions et qu'il a dévoré sa mère. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Et là encore, la scène de la découverte par le père est incroyablement poignante. Le père découvre donc son fils démonifié qui dévore sa mère avec précaution. Avec tellement de précaution qu'il n'y a aucune goutte de sang aux alentours. C'est incroyable, on remarque vraiment que le fils, il aime profondément sa mère et qu'il ne fait que céder à ses pulsions. Qui rend la scène encore plus trauma quand on se rend compte que la mère a des réflexes post-mortem au niveau des jambes quand elle se fait mâcher. Mais bon. Le petit commence d'ailleurs à pleurer sous le poids de la culpabilité quand il comprend que c'est son père qui l'a découvert. Ce dernier, voyant son cœur se déchirer entre la haine et le devoir d'abattre ce démon, il a beau tenter de renier son fils, il en est tout simplement incapable. Et on sent son cœur se déchirer juste au mouvement qu'il fait et au doublage du personnage. Ses cris de douleur ou de folie, on ne sait pas trop, finissent par rameuter l'armée qui viendra régler le problème. Comme une armée règle un problème, quoi. La petite famille se fera abattre par l'armée sous les cris de douleur d'Akira, qui arrivera malheureusement trop tard. Il aura juste le temps de récupérer les corps pour aller les enterrer et leur donner une sépulture décente, ce que les humains ne prennent même plus le temps de faire. On a un démon qui prend soin des sépultures humaines et des êtres humains qui ne prennent même plus le temps d'honorer leurs morts. Histoire de vous dire à quel point le monde part en couille à ce moment-là. Mais ce n'est pas parce que cette mise en scène est parfaite que celles qui suivent ne sont pas forcément à la hauteur, bien au contraire. Souvenez-vous de quand Ryo révèle la véritable identité d'Akira à la télé et que ce dernier va aller le choper par le col pour lui demander des explications. Et que sur le trajet, il est interrompu par un lynchage public. Eh bien Akira, au lieu d'intervenir physiquement, va simplement faire barrière avec son corps pour protéger les 4 pauvres randoms accrochés à des poteaux. Et il va subir tout le lynchage public volontairement, lâchant une grande tirade pleine d'espoir pour l'humanité et pleurant, rappelez-vous, Devilman Crybaby. Son honnêteté et sa franchise finiront par toucher la foule en colère qui finira par faire la queue pour implorer son pardon, ce qu'Akira leur donnera naturellement. Il est d'ailleurs très intéressant de constater que les premières personnes à bouger pour aller voir Akira sont les enfants, les seuls qui ont encore un cœur un petit peu pur dans tout ce bordel, rapidement suivis par les adultes. Ça nous montre ainsi que l'acceptation de la différence, elle est toujours possible, même si elle est souvent très longue. On arrive donc à l'épisode 9 qui a le titre que je préfère, que les mortels aillent au diable. Et puisqu'on parle d'acceptation de la différence, parlons d'homosexualité. J'en ai pas trop parlé jusque là, mais le Devilman original de 72 avait un message qui était très positif vis-à-vis de l'homosexualité, très ouvert d'esprit. Dans l'œuvre originale, c'est Ryo qui a des doutes sur l'évolution de ses sentiments envers Akira, sauf qu'ici, dans une série de 10 épisodes, ça aurait pas été ultra pertinent de le rajouter, tout simplement parce que ça aurait rendu la dualité entre les deux personnages très floue. Du coup ici c'est Miko, l'amie de Mickey, qui va devoir porter ce fardeau, presque homophobe comme façon de dire. Tout simplement dans une scène assez émouvante, elle avouera à Mickey qu'en fait toute la haine qu'elle a à son égard n'était qu'en fait qu'une façade pour camoufler les véritables sentiments qu'elle avait à son égard. Et la mise en scène elle est aussi plutôt cool, le je t'aime de Miko est purement amoureux, clairement, là où celui de Mickey est sincèrement amical. Et c'est là une très belle acceptation, une très belle façon de dire, de toute façon tu resteras mon ami. Ou alors j'ai peut-être pas bien saisi, étant donné que Mickey veut se taper Akira, il y a peut-être là un petit message sur le polyamour, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Celui qui a gloussé au fond, il se casse. Et cette pauvre Mickey qui se fera poursuivre par tout le voisinage, puis tuer / démembrer par la foule. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que pendant sa course pour s'enfuir, le but de Mickey n'est pas de survivre, mais bel et bien de revoir Akira pour lui transmettre ses sentiments, lui passer le relais. Mais je reviendrai plus tard. La mort de Mickey qui est d'ailleurs particulièrement traumatisante. Mickey, unique moteur d'Akira, dernière motivation du seul espoir de l'humanité, se fait lâchement poignarder dans le dos. Et juste après, on a encore une scène trauma d'Akira qui découvre la foule en liesse après son massacre, exhibant les parties du corps de ses victimes en mode shish kebab. Et c'est là que le titre de cet épisode prend tout son sens, que les mortels aillent au diable. Akira, fou de rage, va prendre conscience que les démons peuvent simplement être des humains normaux, incinérant les assassins de ses amis et de celles qu'il aimait comme pour purifier le genre humain. Partant de là, Akira n'agira plus pour sauver l'humanité, mais bel et bien pour se venger de Ryo qui a provoqué tout ça. Dernier épisode, épisode 10, Schwinner. C'est sur la falaise où il s'était rencontré étant enfant que Ryo va révéler sa véritable identité à Akira, qu'il est en fait Satan. Et c'est également là que Akira va exploser de rage contre son ami, scindant par là même la falaise en deux, montrant la rupture définitive entre lui et son ancien ami. Akira prononcera d'ailleurs cette phrase superbe « J'aimerais pleurer pour toi, mais mes larmes sont taries. » Ça y est, le démon ne pleure plus. Ce à quoi Ryo répliquera de manière prémonitoire « Si tu m'affrontes, tu mourras ». Akira répondra « Si ça devait être le cas, je t'enverrai en enfer avec moi ». L'enfer étant ici la solitude dont souffrira Ryo après sa victoire. S'ensuit une ellipse marquée par une suite de plans digne d'un documentaire historique sur France 2.
Elle nous montre la fin de l'humanité, réinscrit l'œuvre dans notre réalité. Arrive ensuite l'ultime combat opposant Ryo à Akira, il va être grand temps de ressortir la métaphore du relais. La course à pied est omniprésente dans l'œuvre, surtout à travers le relais, qui est en fait une métaphore de l'humanité. Le témoin étant ici la matérialisation des espoirs et des sentiments que les gens mettent dans leurs semblables, afin que leur volonté puisse leur survivre. Le relais de base étant Miko, Miki, Akira, ça correspond à la suite de sentiments qu'on a vu plus tôt. Miko envers Miki, Miki envers Akira, et Akira seul, dont l'unique objectif est de faire prendre conscience à Ryo qu'il est dans le faux. Mais Ryo, buté, finira par ramasser le relais sur le cadavre de son ami. Akira échouera à lui transmettre ses valeurs de son vivant, mais Ryo comprendra après coup, nous montrant que même le diable peut pleurer. C'est d'ailleurs beau de constater que le seul véritable échec d'Akira a lieu lorsqu'il agit pour de mauvaises raisons, sa vengeance personnelle. Et toute cette mise en scène du relais s'achève sur Ryo et Akira, enfants qui observent une éclipse. Le soleil, blanc, est occulté par la lune, sombre. Tout comme les certitudes de Ryo finissent occultées par la volonté d'Akira. L'anime se termine donc sur Dieu qui ravage la Terre, et après les crédits, on a un plan sur une Terre régénérée des millions d'années plus tard, lâchant également une petite morale écologique, comme quoi on aura beau la ravager, la planète nous survivra toujours. Comme vous avez pu le constater, la mise en scène de Devilman Crybaby ne laisse absolument rien au hasard, et c'est exactement ça qui lui permet d'être aussi complet dans tous les sujets qu'il va vouloir aborder. On a par exemple toute une thématique très forte sur les dangers d'internet, avec le porno beaucoup trop facile d'accès, avec le petit frère de Mickey qui regarde un petit peu quand il veut, la violence des réseaux sociaux, et le harcèlement qui peut en découler. Je vous ai d'ailleurs mis dans la description un numéro si jamais vous êtes concerné. Tant qu'on parle de médias, parlons d'absence d'esprit critique. En effet, dans la série, les gens gobent absolument tout ce qui est relayé par la télé. L'équipe télévisuelle de Ryo est d'ailleurs exclusivement composée de démons, histoire de cacher toute subtilité et être sûr que le message passe. C'est d'ailleurs tout le rapport aux icônes qui est mis à mal dans l'adaptation. En effet, le Devilman de Go Nagai est omniprésent dans l'œuvre. Il est présenté comme un super-héros, une sorte de Superman. Il a des BD, des figurines, des posters, une série animée, et il ressemble vachement à notre héros. J'y vois là un message à travers lequel la pop culture est présentée comme un puissant vecteur de prise de conscience, ce qu'Akira échouera ironiquement à être. Car oui, Akira a grandi avec ce héros, il a grandi avec ses valeurs, il a évolué à travers lui. C'est d'ailleurs pour ça que Devilman Crybaby tend à rassurer son public sur l'adolescence, que c'est une période trouble pour tout le monde et que c'est très compliqué de ne pas s'y perdre. Une autre critique un peu moins liée aux autres, mais que j'appelais dans mes notes le capitalisme crétin. Parlons peu, parlons terrorisme. Ouais, c'est pas top ça. Vous vous souvenez des Je suis Charlie, Pray for Paris? Eh ben, il y avait des connards, des gros fils de pute qui ont essayé de se faire de la thune dessus en vendant des t-shirts, des logos, des pins estampillés avec ces logos-là. Et bien dans Devilman Crybaby, on a exactement la même chose. À peine les démons ont été révélés au monde que tout de suite, il y a des ventes d'objets, de babioles et de sprays anti-démons. Et enfin, une dernière chose qui m'a fait sourire chez Devilman Crybaby, c'est la façon dont il marche sur le concept de croyance, religieuse ou superstitieuse d'ailleurs. Par exemple, la famille de Mickey qui voit son petit dernier devenir un démon. J'y vois là un message ni athée ni agnostique, mais plus, voyez Dieu, bah il s'en bat les couilles de vous. Vous voyez, ça c'est Dieu, ses testicules et les tapote comme ça là. De la même façon, on a le cliché scénaristique de l'objet totem qui est supposé protéger un personnage. D'ailleurs, assez marrant de constater que toutes les personnes ayant porté ce fameux objet totem sont mortes. Une mort... plutôt douce. Devilman est profondément pessimiste. Il trace un portrait sombre de la fin de notre civilisation. Akira, de par son empathie démesurée et ses pouvoirs, fait ici office de héros, certes, mais un héros que ce monde ne mérite pas. Ce monde qui est sauvage, cruel, sans pitié, et ne mérite pas de survivre. Akira subit son monde qui le bousculera un peu plus chaque jour, et lui, désespéré, essaiera toujours de le rattraper dans sa chute. Et pour en finir une bonne fois pour toutes avec tous ceux qui disent « Ah, Fairy Tail c'est mieux parce que c'est mieux animé », vous avez une chance inouïe que je sois derrière un écran parce que j'ai du mal à réprimer l'envie de vous titiller physiquement de manière létale. L'animation est brillante, justement car elle mise tout sur le ressenti viscéral que veut nous inculquer la série. Le monde de Devilman devient fou, et ce bien avant le commencement de l'histoire. Devilman Crybaby nous hurle à grands coups d'image de nous focaliser sur l'essentiel, nos sentiments et nos relations avec les gens. Délestez-vous du futile, les réseaux sociaux, les dogmes, les croyances, tout ça nous vole du temps de vie active et nous ceinture dans nos relations. Tout ce qui restera de vous à la fin, ce sera ce que vous aurez apporté aux autres. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille, passez de bonnes fêtes, ayez une bonne vie, et à la prochaine tout le monde.